Bonjour à tous, voici mes liens d'intérêt. Alors les objectifs actuels des traitements des MICI, maladie de Crohn et rectocolite, c'est d'essayer de cicatriser complètement l'inflammation intestinale. Et ça, de le faire de façon durable, c'est probablement la meilleure promesse de se rapprocher d'une vie normale pour toujours. Les enjeux, c'est un peu un travail d'équilibriste. C'est d'une part, en traitant efficacement, tôt et durablement, d'éviter les complications de la maladie. On en a beaucoup. Et par rapport au rhumatisme inflammatoire, on a par exemple beaucoup de cancers, malheureusement, digestifs liés à l'inflammation intestinale. Par exemple, voilà un type de complication qu'il faut essayer d'éviter au maximum. Et en même temps, évidemment, on utilise des traitements immunosuppresseurs qui ont leurs propres effets secondaires, complications. Et donc, encore une fois, c'est un travail d'optimisation, de balance entre le bénéfice et risque. J'essaie de vous illustrer cette balance. Comme l'orateur précédent vous l'a dit, les immunosuppresseurs, en diminuant l'immunité, vont favoriser certaines infections. Alors, selon le type d'immunosuppresseur, ça ne va pas être toujours les mêmes infections. Et en tout cas, en gastroentérologie, les thiopurines et les anti-TNF sont probablement responsables d'une augmentation d'un type particulier de cancer qu'on appelle les lymphomes. Mais en même temps, comme dirait M. Macron, et parallèlement, en traitant efficacement l'inflammation, en la réduisant tôt et durablement, on va limiter les complications de l'inflammation. Et là, on retrouve les cancers intestinaux, mais aussi les infections liées à l'inflammation. Quand il y a des trous dans la paroi intestinale, on peut avoir des gros abcès, des péritonites, ce qui peut être très dangereux pour la vie. Et j'ai mis en bas et à gauche de la diapositive, vous voyez quelque chose qui nous intéresse de plus en plus, c'est qu'en ayant une inflammation durable dans le sang, eh bien, il peut y avoir un risque d'événements cardiovasculaires indésirables que sont l'embolie pulmonaire dans les veines et par exemple l'infarctus du myocarde ou les accidents vasculaires cérébraux dans les artères. Et là encore, en réduisant l'inflammation, probablement c'est le côté bénéfice de ces traitements immunosuppresseurs, on va réduire ces complications méconnues des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, nos objectifs ont évolué. J'ai commencé effectivement en 1986 ma thèse de médecine et à l'époque on avait juste la cortisone et notre objectif c'était de gommer les symptômes, d'avoir ce qu'on appelle une rémission clinique. Alors je fais tout de suite le grand écart. Aujourd'hui on est beaucoup plus ambitieux et comme je vous l'ai dit, on veut cicatriser complètement la muqueuse. Au point que les leaders d'opinion internationaux, maintenant qu'on a un arsenal thérapeutique qui s'étoffe, disent il faut faire le treat to target, c'est-à-dire traiter tant qu'on n'a pas atteint la cible, tant qu'on n'est pas dans le 1000, c'est-à-dire qu'on n'a pas complètement cicatrisé l'inflammation. Donc ça veut dire que si, avec un premier traitement, on n'a pas atteint cette cible, on va essayer d'optimiser. Alors je crois qu'il faut être encore prudent parce que notre arsenal, contrairement aux rhumatologues, n'est pas si étoffé que ça, hein, et en plus on utilise les médicaments dans un ordre bien précis. Donc autant je suis d'accord que quand un traitement n'a pas donné tout ce qu'il pouvait donner, il faut essayer de l'optimiser. Autant faire ce qu'on appelle un switch, c'est-à-dire passer à l'étape suivante, en sachant qu'on n'a pas beaucoup de cartouches dans le fusil, il faut être encore prudent. Donc, pour résumer, dans ce qu'on appelle le traitement d'entretien, c'est-à-dire le traitement qu'on va prendre sur la base de plusieurs années, il y a des malades qui peuvent aller très bien avec une cicatrisation complète, avec rien, ou des 5-ASA, en particulier dans la rectocolite hémorragique. Et puis après, il y a l'azathiopryne, hein, l'Immurel, et puis les biologiques dont on va reparler. Alors aujourd'hui, on a à la fois ce qu'on appelle les petites molécules et les biologiques, les anticorps monoclonaux. Alors vous voyez ce tableau qui vous donne les différences. Les petites molécules, c'est l'aspirine, c'est la cortisone, c'est l'industrie chimique. Ça marche en général en bloquant des récepteurs ou en paralysant des enzymes. Ce sont des petites molécules qu'on peut prendre par la bouche tous les jours. Et il n'y a pas d'immunisation, c'est-à-dire que l'organisme ne va pas créer des anticorps contre ces médicaments. À l'opposé, ce qu'on appelle les biologiques, par exemple l'infliximab, les premiers biologiques utilisés dans les MICI, c'est très très compliqué à fabriquer, c'est produit par des êtres vivants. Ce sont des anticorps, donc ce sont des grosses protéines, un gros poids moléculaire. Ça marche en neutralisant les mauvaises molécules de l'inflammation, celles qui sont dans les chaînes de l'inflammation. Vous savez que quand le brevet est tombé dans le domaine public, pour les petites molécules, on va parler de génériques, et pour les biologiques, on va parler de biosimilaires, avec un cahier des charges qui est un peu plus étoffé. Les deux différences essentielles, elles sont marquées en gras. Les petites molécules, l'avantage, c'est qu'on vit normalement parce qu'on les prend tous les matins avant le petit déjeuner, ou le soir après le dîner, ou avant le dîner, alors que pour les biologiques, il faut soit les administrer sous la peau, soit passer à l'hôpital pour avoir une perfusion intraveineuse. Mais peut-être que
le plus grand facteur limitant des biologiques, c'est que leur perte d'efficacité, elle est quasi inscrite au moment où vous commencez à les utiliser. Alors ça peut être au bout d'1 an, ça peut être au bout de 10 ans ou jamais, mais quand même c'est un risque qui est constant, que l'organisme fabrique des anticorps contre l'anticorps qui va neutraliser complètement l'effet thérapeutique. C'est ce qu'on appelle la perte d'efficacité et qui est quelque chose que malheureusement on observe extrêmement souvent avec ces biologiques. Alors aujourd'hui, traitement d'hier et d'aujourd'hui, eh bien, on a les dérivés du 5-ASA qui sont anti-inflammatoires et qui n'ont aucune action immunosuppressive et qui sont en plus, qui ont dans les colites étendues un effet anti-cancer, de chimioprévention du cancer colorectal. Donc c'est un très bon médicament, en particulier dans la rectocolite hémorragique, et beaucoup de patients ont pendant toute leur maladie uniquement ce traitement. La cortisone, c'est un joker. Quand il faut éteindre le feu de l'inflammation, eh bien, les médicaments, certains biologiques peuvent le faire aussi, mais par exemple, l'Immurel, il lui faut 3 mois pour agir, donc on est obligé d'éteindre l'inflammation tout de suite, et là, on va donner un coup de cortisone pour arrêter l'inflammation. Alors, quand on a le diabète, oui, déjà, on ne peut pas l'utiliser, et puis il y a une intolérance très fréquente et des complications à court et à long terme. L'Immurel, les thiopurines, le méthotrexate sont très utilisés. Les thiopurines sont très utilisées dans les MICI, beaucoup moins ou pas dans les rhumatismes chroniques. Ils sont utilisés depuis 70 ans, donc on maîtrise très bien actuellement leur profil de sécurité. On a beaucoup parlé de l'info, mais c'est un risque qui est acceptable, sauf peut-être chez les hommes de plus de 65 ans. Donc on maîtrise assez bien la tolérance. Le méthotrexate, son facteur limitant essentiel, c'est que nos femmes jeunes qui ont une MICI ne peuvent pas enfanter, engendrer tant qu'elles sont sous ce traitement. Et l'alimentation artificielle, qu'elle se fasse par la bouche avec une espèce d'alimentation peu allergisante qui s'appelle le modulène, ou via une sonde qui va du nez dans l'estomac, ce qu'on appelle une nutrition entérale, ou voire même on est nourri directement et exclusivement dans les veines, ce qu'on appelle la nutrition parentale exclusive. Ce sont aussi des jokers très importants qui sont anti-inflammatoires. Et par exemple, quand on a un gros abcès quelque part et quelqu'un qui est tout maigre, on est content de pouvoir faire cette nutrition parentale et de donner des antibiotiques en même temps. Alors voilà les petites molécules. Encore une fois, le 5-ASA, c'est un excellent traitement de la rectocolite, à la fois pour éteindre l'inflammation et pour empêcher qu'elle revienne. C'est très efficace pour empêcher le retour de l'inflammation. Dans la maladie de Crohn, sa place est très limitée. Cortisone, joker dans le Crohn et la RCH. L'Immurel ou le purinétol, c'est les deux noms commerciaux de l'azatioprine et de la cismercaptopurine. Très bon traitement d'entretien dans le Crohn, un peu moins bien dans la rectocolite hémorragique. Le méthotrexate a une place très limitée, essentiellement dans la maladie de Crohn. Et la nutrition artificielle, ça permet de reprendre du poids lorsqu'on a une maladie de Crohn avec des nutritions. Alors les fameux biologiques, ils sont arrivés en 2000 avec le premier d'entre eux qui était l'infliximab, donc commercial le Remicade. Et puis ensuite, on a eu 2 autres anti-TNF. On en a donc 3 utilisables dans la rectocolite hémorragique et 2 dans le Crohn, puisque l'industriel qui a développé le 3e dans l'RCH n'a pas souhaité le développer dans le Crohn, donc on ne peut pas l'utiliser officiellement. Ensuite, on a le vedolizumab qui bloque le trafic, le passage des lymphocytes du sang vers le champ de bataille de l'inflammation, donc c'est un bloqueur du trafic des lymphocytes. Et l'ustekinumab, comme disait le professeur Marotte, ça bloque l'interleukine 12-23. Les avantages de ces biologiques, c'est que souvent, ils marchent très vite et très bien, comme peut le faire l'infliximab. Et ils marchent à la fois pour éteindre l'inflammation et empêcher son retour. C'est un traitement, on peut dire simplement 2 en 1. Les inconvénients, c'est que ça coûte cher, même quand on arrive au stade de biosimilaire. Ça peut donner, dans certains cas, un risque qui peut être, dans certains cas, uniquement inacceptable de cancer et d'infection sévère. Ça coûte cher et cette immunisation dont je vous ai parlé de façon détaillée est malheureusement quasi inéluctable. Alors la chirurgie, on n'ampute pas les rhumatismes articulaires, on peut faire de la chirurgie, mais nous on ampute les segments intestinaux qui sont trop malades et on va le faire quand on est en situation d'échec de tout ce dont on dispose comme arsenal médical. Quand il y a des complications mécaniques de l'inflammation, une occlusion qu'on n'arrive pas à lever par le traitement médical, une hémorragie qui menace la vie, une péritonite où là on n'a absolument pas le choix, et puis des gros abcès ou des fistules. Et puis malheureusement, de plus en plus, comme on n'opère pas l'organe qui va se cancériser, on a de plus en plus de cancers intestinaux, du côlon, de l'intestin grêle et maintenant aussi dans la maladie de Crohn, de la sphère anorectale, les cancers d'anus. Et pour ça, on est évidemment obligé d'opérer, de donner des chimiothérapies. Donc, les stratégies d'utilisation des traitements, les traitements conventionnels de type corticoïde 5-ASA à tout moment, les biologiques de plus en plus précoces
Et on n'a pas le choix du fait du remboursement qui n'est autorisé pour les nouveaux biologiques qu'en cas d'échec ou de contre-indication aux anti-TNF. Donc on va devoir utiliser en première ligne les anti-TNF, ce n'est pas le cas dans tous les pays d'Europe. Et en deuxième ligne, dans le Crohn, on va pouvoir utiliser soit maintenant le vedolizumab ou l'ustekinumab, et dans la RCH, le vedolizumab, et bientôt on va pouvoir utiliser le tofacitinib. Je vous disais tout à l'heure, bénéfice-risque. Quand quelqu'un est en parfaite bonne santé, sans inflammation depuis 5 ans ou 10 ans, et qu'on continue à utiliser des traitements qui sont dangereux, se posent des questions de stratégie thérapeutique, c'est-à-dire on va se poser la question d'alléger le traitement, de passer de 2 immunosuppresseurs à un seul, ou de 1 à 0, et de faire ce qu'on appelle des cycles thérapeutiques, c'est-à-dire on fait un traitement pendant 5 à 10 ans, puis ensuite on se remet autour de la table et on va partir dans un autre cycle thérapeutique, en sachant qu'à tout moment la chirurgie est possible. Le recours, quels sont les recours en cas d'échec de tout ce dont on dispose? Encore une fois, on est moins riche que les rhumatologues. Dans la rectocolite, on peut essayer d'être inclus dans un essai de l'industrie avec tirage au sort, en sachant que la différence avec il y a 30 ans, c'est que dans ces essais, vous avez au moins les premiers jours la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le placebo, c'est-à-dire de ne pas avoir le produit actif. En général, c'est 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4. Mais maintenant, à peu près tous les essais industriels vous donnent la possibilité, si les premiers jours montrent que ça ne marche absolument pas, de passer, de recevoir, d'avoir, autrement dit, 100% de chance de pouvoir bénéficier du produit actif. Quand la rectocolite est vraiment épouvantable et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, on va la traiter, la guérir en retirant l'organe cible, qui est le côlon et le rectum. Donc on enlève complètement le côlon et le rectum et on fabrique un espèce de nouveau rectum avec l'intestin grêle qui s'appelle le réservoir d'une anastomose iléoanale. Dans la maladie de Crohn, même chose pour les essais. Quand on a des lésions relativement limitées qui ne font pas 1,50 m de long et qu'on n'y arrive pas avec les traitements médicaux, on va les retirer chirurgicalement, ce qu'on appelle des résections. Et puis, vraiment, en dernier recours, avec une négociation, une réunion pluridisciplinaire avec les hématologues, on peut tenter une transplantation autologue de cellules souches de moelle osseuse. C'est très risqué, c'est vraiment peut-être 1 à 2 fois par an que ça se produit en France. Vous voyez, mais il faut savoir que cette possibilité existe quand même. Les promesses à court terme. Alors, je vous ai parlé du vedolizumab qui a pignon sur rue, qui bloque le trafic des lymphocytes. On va avoir des analogues, l'étrolizumab, peu importe les noms techniques. On va pouvoir bloquer l'ustekinumab, bloque IL-23, IL-12, on va pouvoir bloquer sélectivement l'IL-23. Les résultats sont très prometteurs, ils sont très à la hauteur de ceux des anti-TNF. Et puis on va pouvoir, par exemple, au moment où on va choisir notre biologique, quand on aura le choix entre 3 ou 4 différents, prendre un bout de tissu, regarder quels sont les récepteurs aux différents biologiques qu'on va pouvoir utiliser et choisir le biologique en fonction de l'expression ou non des récepteurs à son blocage. Petite molécule, on a largement, je ne reviens pas parler sur l'inhibition des JAK. Et puis on a alors une voie qui est partagée, non pas avec les rhumatologues, mais avec les neurologues dans la sclérose en plaques, des molécules qui se terminent par MOD, et qui bloquent les lymphocytes dans les ganglions lymphatiques. Ils sont piégés et ils ne peuvent plus sortir. Donc quand il y a trop de lymphocytes activés, c'est une façon de réduire l'inflammation. Pour l'instant, on n'en est qu'à des phases 2-3. Donc ça, simplement pour vous dire, voilà un petit peu voilà, ça veut vous dire qu'il y a plein de choses qui sont en cours d'étude et que vous voyez, le cœur de la cible, c'est quand c'est disponible en pharmacie ou à l'hôpital. Donc plus on se rapproche du cœur de la cible, plus on a de molécules utilisables. Vous voyez, ça date de 2012 et il y a encore des choses qui sont assez loin. Vous voyez, le tofacitinib était assez loin. Ça, c'est l'année dernière. C'est uniquement les petites molécules. Vous voyez, rectocolite hémorragique et maladie de Crohn. Et vous voyez que, par exemple, le tofacitinib qui est ici, il se rapproche de ce qu'on appelle registration, ça veut dire l'autorisation de mise sur le marché. Il a l'autorisation de mise sur le marché dans la rectocolite hémorragique. Et dans 1 an, parce qu'il faut 1 an pour retrouver un prix négocié, etc., on l'aura au cœur de la cible, c'est-à-dire qu'on pourra l'utiliser dans la rectocolite hémorragique. Alors, nouvelles approches thérapeutiques imminentes, ça c'est pour ceux qui souffrent de fistules qui sont très très invalidantes au niveau périanal, on va pouvoir injecter des cellules souches qui vont se transformer en cellules fibrosantes, qui vont pouvoir dans certains cas boucher les fistules anorectales. Bruno Bonaz à Grenoble développe, alors là on est sur les techniques pas alternatives mais complémentaires, essayer de réduire l'inflammation via les nerfs, en faisant de la neurostimulation vagale. Et puis, je voudrais dire un mot qui me paraît extrêmement important, je vois qu'Harry Sokol est déjà dans la salle, c'est la modulation du microbiote. C'est-à-dire qu'en gros, finalement, tant qu'on a un environnement défavorable, la maladie, elle va durer. C'est-à-dire qu'on éteint l'inflammation, on fait un traitement symptomatique de luxe, et dès qu'on l'arrête, l'environnement, les causes restant là, on va quasi inexorablement rechuter, ce qui fait qu'on est obligé de traiter pendant des années.
Donc comment est-ce qu'on peut modifier l'environnement? Évidemment en changeant de pays, en essayant de diminuer la pollution atmosphérique, mais l'environnement principal qu'on a, c'est le kilo de bactéries que nous portons depuis la petite enfance. Et on a bien démontré maintenant que ce soit dans la rectocolite ou la maladie de Crohn, la composition, l'équilibre, la diversité de ce microbiote est défaillante, d'où une révolution en marche thérapeutique dans les Mickey, alors peut-être dans d'autres disciplines plus tard, qui est de revenir à une composition favorable, ce qu'on appelle techniquement l'eubiose. Aujourd'hui, on a des premiers résultats d'essais avec tirage au sort de transplantation complète de selles dans la rectocolite hémorragique. Ça marche. Premier essai français sous la coordination d'Harry, résultat très intéressant. 2 essais qui vont bientôt démarrer, l'un en France dans la rectocolite et dans la maladie de Crohn. Et puis on est à la préhistoire de la modulation du microbiote en transplantant une cellule entière d'un donneur vivant. On va aller vers des flores artificielles, vers des probiotiques de nouvelle génération. Actuellement, les probiotiques que vous trouvez en pharmacie ou dans les magasins de naturopathie, c'est des bactéries du lait. Là, on va sélectionner des bactéries venant d'humains vivants et en bonne santé. On va sélectionner les bactéries anti-inflammatoires et on va les administrer aux patients. Dans les petites molécules aussi, on a le fait que quand une bactérie, il y a par exemple une bactérie qui s'appelle Faecalibacterium prausnitzii, qui est anti-inflammatoire dans la maladie de Crohn, on pourra l'utiliser peut-être en tant que médicament, c'est-à-dire donner la bactérie entière, le jour où on y arrivera, mais également, on a montré que si elle était anti-inflammatoire, c'est parce qu'elle sécrète des produits anti-inflammatoires. Et là, on revient aux petites molécules et à l'industrie chimique. Et puis, vous savez qu'il y a les nouveaux comportements alimentaires. Aux USA, comme ils n'ont pas trop d'argent, les malades ne sont pas très pris en charge, ils se tournent tous vers manger différemment. Alors, comment ça peut marcher, manger différemment dans ces maladies? Eh bien, c'est que ça modifie aussi d'une certaine façon l'équilibre du microbiote. Donc, ça veut dire que peut-être cette révolution en marche, on va vers ce qu'on appelle une inversion de paradigme. Ça veut dire paradigme, la façon dont on a la vision du traitement. On peut imaginer que pas très tard, on va dire de toute façon, quand il y a le feu à la maison, il faut éteindre le feu. Et ça, les biologiques, les corticoïdes, on en aura toujours besoin. Mais une fois que l'inflammation est totalement anéantie, il faut peut-être plus traiter les causes. Actuellement, on demande à un industriel qui fait une nouvelle molécule de rendre un dossier qui fait à la fois l'induction et l'entretien. C'est-à-dire on éteint l'incendie et ensuite on va rester des années pour éviter que ça revienne. Donc on peut imaginer qu'on fait éclater ce schéma, que dans un premier temps, on utilise des médicaments relativement dangereux, mais c'est moins dangereux de les utiliser que de laisser évoluer la maladie qui elle-même peut tuer par des infections sévères ou des cancers. Et puis dans un deuxième temps, quand tout va bien, avoir une approche un peu plus écologique avec des traitements globalement quand même moins dangereux. Et ça, c'est clairement la voie de la restauration de l'eubiose, donc du microbiote. Donc, pour conclure, dans les Mickey, on a un arsenal moins diversifié, moins important que les rhumatologues, mais qui est quand même existant et déjà, on va dire, relativement même très performant, qui va, comme en rhumatologie, s'étoffer inéluctablement, parce qu'il y a tellement de développement, il y a malheureusement des molécules qui s'arrêtent. L'anti-interleukine 17, par exemple, dans le Crohn, ça s'est arrêté parce qu'il y a un essai qui n'a pas donné de bons résultats. Et puis, il y a ces petites molécules qui est une révolution pour la qualité de vie des patients. C'est quand même mieux de pouvoir prendre le médicament chez soi que d'être obligé, même si on est très sympathique et on essaie de faire que la vie à l'hôpital soit la meilleure possible, c'est quand même mieux de vivre et de travailler chez soi. En s'ouvrant à de nouvelles approches, et je pense que quasi certainement maintenant, on peut dire que la modulation du microbiote va devenir un acteur majeur de ces prises en charge thérapeutiques. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et nous sommes prêts à répondre à vos questions.